Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de ceux qui visent la haute performance dans le poker et les paris sportifs. Aujourd'hui, nous allons parler stratégie, GTO vs Exploit à la recherche de la stratégie parfaite. Voici le plan de cette vidéo. Tout d'abord, nous allons définir précisément ce qu'est la GTO, ce que sont les exploits. Puis nous allons jeter un œil au modèle en intelligence artificielle. Dans un second temps, nous parlerons de ce qu'est la stratégie parfaite, comment adapter ses ranges, ses actions et ses fréquences. Et enfin, une conclusion sur la GTO vs Exploit. Alors, GTO, c'est un concept qui dérive directement de l'équilibre de Nash. Dans le cadre de la théorie des jeux, c'est une stratégie optimale qui permet de prendre la meilleure décision possible indépendamment des choix de ses adversaires. Stratégie contre laquelle l'adversaire n'a aucune chance de gagner. En jouant parfaitement GTO, on a une espérance à 0,0 lorsque nos adversaires affichent des espérances négative, par exemple, moins 0,5 sur une main. Vous pouvez vous rendre compte de ces espérances sur les solvers ou par exemple sur GTO Trainer, bien sûr, qui reprend les chiffres du solver. Et donc vous voyez qu'en jouant parfaitement, l'espérance est à 0. Donc une notion quand même indispensable, c'est que la GTO est inexploitable. L'exploitation est une stratégie où l'on identifie clairement les leaks, les faiblesses de ses adversaires, c'est-à-dire leur déséquilibre par rapport à la GTO. Exemple, contre un adversaire très weak qui fold 98% du temps vs un 3-bet, on peut augmenter la fréquence de 3-bet théorique. Les modèles d'intelligence artificielle pour le poker, célèbres comme Libratus ou Pluribus, sont en général basés sur 3 éléments. Donc un algorithme de minimisation contrefactuelle des regrets, CFR, un méta-algorithme qui permet d'apprendre et enfin un solver. Donc l'algorithme de minimisation contrefactuelle des regrets, c'est en 3 étapes. Donc pour le contrefactuel, c'est si j'avais su. Pour le regret, c'est à quel point aurais-je fait mieux si j'avais effectué une autre action à la place dans ce spot. Et enfin, minimisation, c'est quelle stratégie minimise mon regret global. Donc le poker étant un jeu très complexe, avec énormément de possibilités. Déjà d'une part, l'IA va généralement raccourcir, faire des abstractions des possibilités, puis ensuite choisir quelques sizing, puisque même pour des décisions très simples, cela nécessite des ressources absolument gigantesques pour retrouver la solution optimale. Donc les IA marchent avec un système de calcul d'itération et malgré le fait que ce soit des compressions du jeu, cela nécessite des ressources absolument gigantesques. Pour un but similaire au solver, l'ensemble des itérations permet de s'approcher de l'équilibre de Nash. On peut rajouter également, par un souci d'honnêteté scientifique, que rien ne garantit la suprématie du modèle Nash dans des situations de jeu multijoueurs. Dans des situations de jeu à 2 joueurs, l'équilibre de Nash semble invincible. Par contre, en multijoueur, avec les découvertes scientifiques, l'avancée technologique, d'autres modèles pourraient émerger, d'autres modèles meilleurs que le modèle Nash dans des situations multijoueurs. C'est dans le domaine des possibles qu'un modèle le surpasse. Nous allons passer à la recherche de la stratégie parfaite. La stratégie parfaite, c'est l'action qui, dans une situation donnée, présente la meilleure
espérance de gain. Le poker est un jeu d'informations partielles sur la base desquelles il faudra établir sa stratégie. Donc si on rentre le montant du pot, les ranges, les boards, les actions et les sizing possibles, dans un solver, nous obtenons une solution GTO directe. Par contre, nous jouons contre des adversaires humains qui s'éloignent de la GTO. De ce fait, ils ont des caractéristiques. Donc si on a suffisamment de mains sur un adversaire, il est intéressant de regarder les données dans le HUD, dans son tracker. Et si on n'a pas assez d'informations sur notre adversaire, il est également intéressant de regarder des statistiques globales de l'ensemble des joueurs. Par exemple, 50 000 joueurs dans une situation donnée, par exemple de la Zoom 200, on pourra établir quelques caractéristiques du field. Donc à partir de ces éléments-là, on pourra s'approcher d'une solution GTO, mais cela nécessitera de créer des arbres avec des racines communes avec les solutions GTO directes. Par contre, il faudra toujours soigneusement choisir les réponses de nos adversaires. Par exemple, si nous avons un adversaire qui ne bluffe jamais les rivers, il ne sert à rien de regarder dans le solver sur la river sa partie bluff puisqu'elle sera inexistante. Voilà, c'est un exemple un peu extrême. Dans les faits, c'est jamais 0 ou 100, mais il faut considérer le solver comme un outil, non comme une solution absolue, puisque le jeu est un ensemble d'éléments, et il faut plutôt raisonner comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pas à pas, chaque situation, essayer de s'adapter au mieux et par bloc de possibilités à la fois. Nous allons faire un point sur les ranges. La première action de jeu, il faut suivre la range GTO préflop définie par Monkey Solver. Monkey Solver, c'est comme PioSolver mais pour le multi-way. Chez Solbet, nous avons utilisé Monkey Solver sur de très gros serveurs afin d'obtenir les réponses GTO parfaites selon la limite et le rec. Le solver calcule l'interaction de tous les joueurs et prend en compte toutes les possibilités d'action post-flop définies par le créateur de l'arbre pour donner sa range préflop idéale. Il faut définir soigneusement toutes les actions des joueurs et faire tourner la simulation sur des très gros serveurs afin d'obtenir des réponses précises. Donc l'étape 1, c'est de jouer notre range préflop GTO afin d'avoir la meilleure espérance en absolu. Puis notre adversaire va réagir et c'est en fonction de ses actions qu'on va essayer de s'adapter au mieux. Donc nos adversaires ne vont pas jouer GTO, il faut donc s'adapter en permanence. On ne va pas s'adapter n'importe comment, mais on va s'adapter en recherchant des contre-stratégies optimales. Cela passe par la définition de la range des adversaires. Donc je vais donner un exemple. Ici vous avez un spot de NL100 en 6 max, bouton open et 3 bêtes BB. Nous sommes le bouton et on se fait 3 bêtes par BB. Donc ici en GTO, il faudrait 3 bêtes 13%. Maintenant, comme je disais, nous sommes face à un adversaire humain avec ses caractéristiques. Donc déjà, il faut voir son niveau. Est-ce que c'est un reg? Est-ce que c'est un fiche? Donc on va regarder quel pourcentage lui attribuer à notre adversaire.
Pour cela, on peut se baser sur les informations du tracker. Pour une stat de 3 bêtes optimale, il faudrait avoir au moins 200 occurrences de possibilités de 3 bêtes dans ce spot. En l'absence d'informations, on pourrait, par exemple, se baser sur les caractéristiques du field. Il faut savoir, par exemple, que sur un gros sample de data, le field, dans cette situation donnée, va 3 bêtes davantage 8% que 13%. Il faut donc, une fois qu'on a défini ce pourcentage, ensuite avoir la range adéquate pour répondre à ce 8%. L'idée est toujours d'avoir la réponse adéquate pré-flop et post-flop sur chacune des actions et des streets possibles. Donc à l'écran, vous avez la GTO de la défense BB vs bouton. Donc en jaune, les calls, en vert, les 3 bêtes, et en blanc, les folds. Le field, sur nos très grosses data, sur la NL100, nous avons plutôt établi que le field 3 bêterait ce genre de range. Donc si nous avons un adversaire plutôt 8% que 13%, il suffit à ce moment-là de rentrer la range estimée de l'adversaire dans PioSolver pour les ranges préflop, et on obtiendrait la contre-stratégie, c'est-à-dire avec quoi au bouton il faudrait call, avec quoi il faudrait fold et avec quoi il faudrait 4 bêtes. Nous allons parler maintenant des actions et des fréquences avec un autre exemple. Nous sommes en position et nous effectuons un continuation bet et vilain nous check raise. Nous essayons de solver la main et nous avons les ranges corrects pré-flop, mais cette fois-ci la fréquence de notre adversaire n'est pas du tout GTO. Par exemple, en GTO, nous avons à l'écran sur PioSolver qu'il faut check raise 12% dans ce spot, mais que nous sommes face à un adversaire qui check raise sur un sample de main conséquent seulement 4%. Nous pouvons penser que toute sa partie bluff théorique est exclue et qu'il est en forte value. Il faudra réadapter notre range et lorsqu'on est face à un 4%, en général, il faut prendre le top 4% de la range adverse. En conclusion, GTO vs Exploit, un mythe. La stratégie parfaite ne peut être définie totalement de manière directe via Solver, car celui-ci n'intègre pas toutes les caractéristiques de notre adversaire. Néanmoins, le terme exploit intègre tout et n'importe quoi, sans aucune preuve scientifique, bien souvent. C'est une sorte de fourre-tout où chacun y va de ses explications plus ou moins rationnelles. Nous vous proposons de développer davantage une réflexion GTO pas à pas, où à chaque action, chaque street, vous réévaluez la meilleure espérance en optant pour la meilleure contre-stratégie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet. Pour ma part, je vous souhaite bonne chance aux tables et à très bientôt avec Solvay.